manière un peu générale sur la question donc, de la méthode du cas en clinique. Dans les disciplines, on regroupe la dénomination de disciplines cliniques, donc, que sont la psychiatrie, la psychologie, la psychopathologie et la psychanalyse. Dans ces disciplines-là, donc, la méthode du cas tire sa source de la médecine hippocratique. Après une période d'expansion au 19e et au début du 20e siècle, cette méthode a fait l'objet de nombreuses critiques qui la réduisent à une simple méthode d'illustration, voire de mise en avant du narcissisme du clinicien plus que de la clinique. Son statut de méthode de recherche a été réfuté, faute d'une scientificité suffisante et d'une trop grande mobilisation subjective. Ces critiques n'ont pas altéré la vivacité de la réflexion sur cette méthode clinique, support de transmission, d'enseignement et de recherche. Donc au commencement du cas. L'utilisation actuelle du mot cas porte la trace de ses origines, notamment celle de la dualité d'un événement important mais inattendu. En médecine, l'étude de cas reste un support essentiel d'apprentissage. Il est alors cas clinique, renvoyant à une pratique au chevet du malade. Ainsi, la méthode du cas est pensée comme particulièrement indiquée dans la formation à la démarche diagnostique et à la prise de décision pour conforter un choix thérapeutique. Elle permet de passer d'une théorie générale à une résolution de problèmes concrets. Cette méthode souligne la dialectique entre généralité et particularité, entre loi du plus grand nombre et spécificités individuelles. Dialectique qui peut vite tourner au dilemme et à l'incrimination. Pour la psychanalyse, les cas se déclinent en une succession de prénoms. Anna, Katharina, Lucie, Emily, Dora, le petit Hans. Ces femmes et ces hommes sont devenus d'illustres histoires de cas. Freud y applique sa méthode d'investigation des processus psychiques dans toute leur complexité, ne s'arrêtant pas à l'histoire de la maladie ou du symptôme, mais la liant à l'histoire de vie et l'histoire infantile du sujet pour en faire un véritable récit clinique. La pérennité des prénoms de ces cas rend compte à la fois de leur familiarité, de leur exemplarité, dans l'articulation entre théorie et pratique en psychanalyse. Ils deviennent également paradigmatiques des découvertes freudiennes. On connaît l'inquiétude de Freud à ce sujet, je le cite, « Cela ne cesse de me faire à moi-même une impression singulière, de voir que les histoires de malades que j'écris se lisent comme de nouvelles et sont pour ainsi dire privées de l'empreinte de sérieux de la scientificité. Cependant, un cas n'est pas une histoire. Il repose sur une construction narrative dont il tire sa force et à laquelle il ne se limite pas. Au moment où le sujet est choisi pour faire l'objet d'une présentation, il devient un cas unique, puisqu'il présente un élément remarquable aux yeux du clinicien ou du chercheur. Souvent, le récit du cas ne suit pas la chronologie du développement du cas dans la temporalité de la rencontre clinique. Il peut être rédigé dans un second temps. Ainsi, Freud attendra plusieurs mois avant d'écrire l'histoire de sa rencontre avec Dora, et fait d'après coup pour l'analysant, mais aussi pour l'analyste. Le début même du récit ne coïncide pas toujours avec les premiers temps de la rencontre clinique. L'événement qui tombe sur le clinicien, sans écho à l'étymologie du mot cas, est à l'origine du passage d'une clinique du quotidien à celle de l'extraordinaire du cas. Le cas devient un cas pour le praticien. Il ne l'est que rarement pour le sujet, même si certains, en raison de la célébrité de leur thérapeute, se proposent pour être un cas sur lequel on écrit. Le fait qu'ils le deviennent renvoie à un double questionnement. Par où et par quoi commencer ? Comment faire tenir ensemble le temps chronologique de l'observation et de la résolution de la problématique avec celui moins linéaire de la recherche des origines ? Cet écart de temporalité prend en compte les effets de l'après-coup, les effets de la répétition et ceux du transfert comme autant d'indices d'une causalité psychique complexe, car comme l'affirme Laurence Kahn, rien ne permet d'affirmer que la cause est actuelle, le temps de l'histoire débordera le temps du récit. Donc l'étude de cas comme méthode de recherche et de transmission. Dans le domaine général de la recherche scientifique, le cas représente un ensemble de données empiriques obtenues dans le cadre de rencontres, de suivi ou de cure. Les entretiens sont retracés par le clinicien, la plupart du temps après les séances. Plus rarement, il peut s'agir de notes rédigées au cours de séances, voire d'enregistrements de ces séances. Il semble que le consentement du sujet est alors requis, ce qui peut complexifier et interférer dans le processus thérapeutique, mais participe à une volonté de tendre vers une prise en compte des effets subjectifs de la rencontre, y compris dans une recherche. L'événement central de cette méthodologie est l'analyse et l'interprétation des données et du matériel ainsi recueilli. Pour les sciences sociales, je cite
Hamel, l'étude de cas consiste donc à rapporter un événement à son contexte et à le considérer sous cet aspect pour voir comment il s'y manifeste et il s'y déploie. Cette définition souligne l'intrication entre le contexte et l'événement. Elle induit par là même un lien de causalité. En clinique, la complexité de la causalité psychique oblige à plus de prudence. Le contexte sera pris en compte, mais l'histoire de vie actuelle en lien avec l'histoire infantile du sujet susciteront un intérêt plus vif. Reste en creux dans cette définition la place de l'observateur et l'analyse de la dynamique relationnelle, en particulier des effets de transfert et de contre-transfert. La méthode clinique promeut un passage du singulier à l'universel. Vidlochet propose pour cela d'utiliser le terme de cas singulier, mettant ainsi l'accent sur la dimension individuelle, unique de cette approche. Cette dénomination souligne également les enjeux chez le clinicien qui ont présidé au choix de ce sujet présenté. Son caractère remarquable, emblématique, mais aussi sa complexité ou les butées auxquelles il l'a confronté. L'enjeu de la méthodologie centrée sur les cas cliniques s'inscrit dans la recherche d'invariants tels qu'ils se déploient dans certaines configurations psychiques. Le passage du singulier à l'universel se pose, quel que soit le domaine d'utilisation de la méthode du cas, dans une tension entre part nomographique et part idiographique de la démarche. Cependant, en clinique, le passage de l'une à l'autre est une modalité habituelle. Pour les cliniciens-chercheurs, la présentation de plusieurs cas rend compte de ce processus qui peut être complété par des études sur des groupes plus vastes de sujets présentant des caractéristiques communes pour valider les premières observations. Cette dynamique, allant du singulier au général, participe de la spécificité épistémologique d'une approche clinique référée à la métapsychologie freudienne. Ce mouvement ne se fait pas uniquement par extension à un groupe ou une cohorte de sujets, il procède aussi de ce qu'André Green décrit de la pensée clinique, de son fonctionnement par associativité et par évocation, complexifiant justement ce passage entre singulier et universel. Ce passage peut se faire au moyen d'une généralisation qui entraîne une homogénéisation des données cliniques et des résultats, au risque de les simplifier, voire de les amputer, dans un mouvement d'abrasion par là même des éléments originaux du cas et de leur prise en compte. Ce passage, toujours du singulier à l'universel, ne se fait pas sur l'intégralité des données recueillies, mais sur certaines d'entre elles. Celles-ci sont mises en avant car virtuellement présentes chez d'autres sujets, ou si déployant de manière similaire, donc toujours dans cette idée donc de constitution d'invariants. La production ainsi obtenue d'un type ou d'un nouveau modèle ne se veut ni totalisante ni globalisante. Elle vient compléter les modèles existants, elle ne les recouvre pas. Les découvertes en psychanalyse par Freud puis par ses successeurs ne sont pas venues rendre caduque la première topique, la première dualité pulsionnelle. Les processus psychiques inconscients gardent leur part de mystère et ne peuvent être réduits à une section d'énoncés ou de modélisation qui, s'ils peuvent promouvoir des avancées, peuvent aussi minimiser et assécher la complexité psychique, car comme le souligne Jean-Luc Donnet, il peut naître des reformulations théoriques appauvrissantes. Les cas uniques nous semblent être indispensables à la transmission d'une clinique référée à la psychanalyse. Leur place dans l'enseignement, notamment celle de la clinique à l'université, reste d'actualité, comme en témoignent les nombreux manuels de psychiatrie ou de psychologie centrés sur des présentations de cas. La présentation de cas cliniques participe à la formation du clinicien en raison de l'exemplarité du singulier et de sa potentialité de généralisation. On sait l'influence qu'ont eu les présentations du malade de Charcot à la Salpêtrière sur Freud, jeune praticien. Elle continue à avoir cette part dialectique parce que, et je cite Granger, le clinicien forme son savoir sur un cas individuel par accumulation de données, de références à des types. Ces types deviennent des supports de modélisation, de premières empreintes, ouvrant la voie à d'autres. Le cas clinique porte en effet une double trace, celle du sujet présenté, mais également celle du clinicien. S'y dévoile une pratique et ses aléas, la dynamique transféro-contre-transférentielle, l'attention qui est portée, l'attention mise ou l'accent mis sur certains de ces aspects. La durée de l'observation ainsi que sa précision sont importantes dans la fonction didactique comme dans celle de la recherche. La publication ou la présentation d'un cas clinique entraîne un travail de transformation, d'élaboration et de construction. Le matériel présenté fait l'objet d'une attention particulière, d'une mise en perspective, il n'est jamais une présentation brute. Cette présentation donc s'inscrit dans un positionnement éthique en tant que support vivant, travail d'élaboration et d'ajustement, tel que Roger Poldroy le définit,
mais aussi en tant que dispositif théorico-clinique symbolisant aux frontières justement de la théorie et de la pratique dans cet écart qui les regroupe. Cette construction confronte à une interrogation permanente. Pourquoi tel choix de patient, de fragments d'histoire, puisque comme l'affirme Green, il s'agit bien de témoigner d'abord de soi et d'une praxis dont le propre est justement que sa recension échappe. Il s'agit de parler de l'expérience de la rencontre clinique tout en s'appuyant sur une théorie de la clinique, la psychanalyse, en laissant en suspens toute une part de cette expérience. Ce reste non partageable peut néanmoins s'éprouver dans l'inversion des places qu'offre l'analyse personnelle et par la mise en tension d'une position simultanée de chercheurs et de cliniciens. Cette mise en tension évite tout risque de réification ou de figement de l'enseignement qui devient enseignement d'une disposition à la réceptivité, notamment plus que d'un savoir, d'une aptitude, de certitude, de production de reste à explorer ultérieurement. L'écriture du cas clinique a aussi un effet d'après-coup qui vient donner un sens dans un second temps à une expérience vécue. Cette expérience éclaire les enseignements dispensés par des cliniciens. Elle permet de passer d'un savoir à une connaissance, d'une réification, d'une transmission à son appropriation subjective. Alors les limites maintenant et les critiques qui ont été formulées envers la méthode du CAC. Donc ces critiques sont nombreuses. C'est une méthode qui serait désuète, témoin d'une période révolue où les pionniers de la psychiatrie et de la psychanalyse défrichaient le champ de la clinique en accumulant les cas cliniques, faute de véritables recherches épidémiologiques, de cohortes de patients sélectionnés, appariés, garant ainsi d'une spécificité. Défaillance redoublée par les critiques adressées à la production du cas par son écriture. Ainsi, Gail Vicentini liste ainsi les reproches spécifiques adressés aux écrits cliniques. Donc, je le cite, manque d'empiricité, faiblesse de la probabilisation, non-séparation minimum des données et des interprétations, absence de discussion critique et des interprétations, tendance au compte-rendu de l'expérience, au témoignage personnel, résistance pour trouver des modalités d'évaluation quantifiables. La liste se poursuit, mais je m'arrêterai là. La méthode est aussi suspectée d'autres travers, son impossible reproductibilité, sa possible falsification et son approximation, notamment son incapacité à garantir les conditions de reproduction du résultat dans une autre situation. Les critiques sur la validité de la méthode du cas clinique portent aussi sur le manque de maîtrise des paramètres internes. Ainsi, Kasdin propose des critères de validité à contrôler pour garantir justement cette spécificité et cette scientificité à ce modèle, comme un événement de vie extérieur, un événement lié à l'histoire du sujet, une fluctuation naturelle du processus observé. Ce sont ces paramètres qu'il décrit comme à contrôler, dans une volonté de coller à un modèle expérimental, mais qui sont à la clinique au corps même de la vie psychique et de ses aléas, de ses achoppements et de son processus de transformation. Pour certains, un caractère certain, comme la vieillesse, ou un caractère plus aléatoire, comme une rencontre amoureuse ou une séparation. Ils sont caractéristiques de la singularité individuelle des effets de leur confrontation. Ces paramètres, qu'ils soient attendus comme la puberté ou la confrontation à la sexualité génitale, ou inattendus comme un deuil ou une maladie somatique, participent de l'intérêt de la méthode du cas unique. Chaque sujet ne traverse pas la puberté, un deuil, une maladie de la même manière. Contrôler ces paramètres internes reviendrait à changer de méthode et à élaborer un processus expérimental dans l'illusion de pouvoir objectiver une causalité directe. Les travaux d'Edgar Morin sur l'hypercomplexité viennent rendre caduque cette illusion de contrôle et de maîtrise, sous-tendue donc par cette causalité directe. La méthode de l'étude de cas en clinique, tout comme la pensée clinique, est dialogique au sens proposé par Edgar Morin, c'est-à-dire qui unit des termes d'une relation en même temps complémentaire et en même temps antagoniste. Elle promeut la singularité, l'unicité et en même temps, elle cherche à dégager des invariants présents chez un plus grand nombre. Ainsi, elle apporte un intérêt particulier, notamment dans l'étude des dispositifs thérapeutiques, dans la mise en tension entre leur part fixe et leur part processuelle. La part fixe, qui renvoie aux modalités répétées des rencontres, est reproductible pour chaque situation, permettant le déploiement du processus qui fera l'objet de l'étude dans son ensemble ou seulement en partie. La délimitation de cette part invariante du cadre rend possible l'observation des variations liées à chaque sujet.
La distinction à l'intérieur du cadre proposé par André Green entre la matrice et l'écrin prend alors tout son sens. La part immuable est du côté de la matrice active, je cite Green, constituée par l'association libre du patient, couplée à l'écoute flottante et à la neutralité bienveillante. Quelles qu'en soient les modalités où l'analyste est amené à travailler. C'est toujours la fin de la citation de Green. Donc, elle est le support de l'architecture méthodologique et de la production des données. La part modifiable du cadre joue le rôle d'une fraction variable constituant en quelque sorte un écrin protecteur de la matrice active. C'est toujours Green qui parle. Le croisement des modalités d'observation du fonctionnement du sujet participe aussi à renforcer la fiabilité des données de la méthodologie du cas clinique. Jacques Leplat parle de triangulation du matériel dans une métaphore topologique d'un croisement des coordonnées pour préciser les données concernant le point observé. Cette métaphore nous semble heureuse et intégrée à l'approche métapsychologique d'un appareil psychique en 3 dimensions et limite aussi le risque de simplification hâtive et de réduction à l'une ou à l'autre de ces dimensions dynamiques économiques utopiques. Alors juste pour conclure et pour ouvrir un peu à la discussion, donc, comme je le disais, historiquement la méthode du cas clinique a accompagné un grand nombre d'avancées dans le champ de la médecine et de la psychanalyse. Après avoir fait l'objet d'une certaine désaffection en raison de nombreuses critiques sur sa valeur scientifique et sur sa reproductibilité, la méthode de l'étude de cas a récupéré ses titres de noblesse dans la transmission pédagogique dans des domaines aussi éloignés que la médecine, la psychologie, la clinique du droit, les sciences de l'éducation ou le marketing. Cette méthode est porteuse en clinique de particularités, notamment quand elle se réfère à la psychanalyse, mais aussi elle nous semble être un modèle particulier d'accès à la connaissance dont l'interprétation et la traduction pourraient être des supports. La traduction ici ne s'entend pas au sens uniquement linguistique, puisque comme le propose Georges Steiner, traduire c'est comprendre. Elle est donc aussi un support de transmission. La traduction s'inscrit elle aussi dans une logique processuelle, ouverte sur de l'intraduisible au sens de Baracassin, c'est-à-dire toujours à traduire, au plus près donc d'une tentative de connaissance asymptotique de l'inconscient, ce que Freud après les fléros, donc les restes non refoulés, non traduisibles. Je pense que la méthode du cas ouvre justement sur l'accès à ces intraduisibles. Merci Manuela. Et à la fois fait ce parcours historique et puis ce parcours critique, critique de la critique du cas que j'ai trouvé stimulant et qui ouvre, je crois, des pistes à la discussion. Je voudrais juste ouvrir la discussion à tout le monde, mais commencer peut-être quand même par faire un commentaire ou 2 questions en forme d'un commentaire, ou un commentaire en forme de 2 questions. Le commentaire, c'est d'une certaine façon m'étonner, faire le naïf et m'étonner de la crise du cas clinique, la crise de la méthode du cas, dans une discipline comme la psychiatrie en particulier, la médecine plus généralement, et m'étonner parce que il est difficile de penser que encore une fois, la médecine de façon générale, la psychiatrie en particulier, la psychanalyse de son côté, puisse se nourrir d'autre chose que de cas, dans le sens où l'unité, j'ai envie de dire, du travail, de votre travail, du travail clinique, c'est par nécessité des cas individuels, le cas commençant le jour où une personne entre dans la pièce de consultation. Et en ce sens, donc, le cas paraît être une donnée indépassable, j'ai envie de dire, du travail clinique, indépassable donc du travail thérapeutique, indépassable probablement aussi du travail de recherche, puisque, encore une fois, si on veut faire de la recherche clinique, on doit partir de ce qu'on attend soi, ce genre des cas. Donc une partie de la critique s'adresse à une discipline qui, encore une fois, a une partie de la critique du cas, alors le cas comme méthode, tu me diras, s'adresse à une discipline qui a nécessairement le cas comme unité, comme je sais pas quoi, comme méthode de travail, j'ai envie de dire, par nécessité presque. Et de telle sorte que, encore une fois, on peut pas ne pas être étonné par cette critique et pouvoir du coup la questionner. Et je voudrais donc prolonger le questionnement, donc je vous l'ai dit à partir de 2 questions qui me paraissent, qui étaient sous-jacentes dans ton exposé et peut-être pas mis tant que ça au premier plan. Alors il y en a un, tu l'as presque évacué à un moment. Les 2 questions, c'est la quantification et la narration. Alors la quantification, c'est assez paradoxal puisque dans la présentation de Clément
directement tout à l'heure et puis dans la tienne, on en a à la fois beaucoup parlé en fait, et pas beaucoup non plus. On a beaucoup parlé d'une façon extrêmement unilatérale dans l'opposition entre le singulier et l'universel, le cas étant ce singulier qui tend immédiatement vers l'universel. Donc il y a une espèce d'échappée immédiate du cas vers l'universel, et donc on est réduit à deux quantités. Alors, comme j'ai fait des maths avant, ça me fait absolument fantasmer. L'infini d'un côté et puis le 1 de l'autre. Et effectivement, la difficulté du cas, c'est de penser tout ce qu'il y a entre les deux, probablement, et qui pourtant paraît absolument essentiel pour à la fois comprendre la logique de production du cas, j'ai envie de dire, du cas, alors à la fois du cas clinique et du cas recherche, mais aussi pour comprendre d'où viennent les critiques. Alors, entre l'un et l'infini, il y a la quantité, donc il y a les multiples de 1, quoi. Et donc il y a les nombres, les nombres voilà, qui se succèdent. Et la difficulté qu'on a, elle est d'une certaine façon double, et je me demande si elle n'est pas symétrique des deux côtés de la critique. Du côté du cas, c'est de penser que en fait, le singulier, il ne peut se détacher que comme singulier par rapport à non pas cet infini, mais cette multitude, en réalité, cette multitude. Et donc un cas n'a de sens que dans une série. Un cas n'a de sens que dans une série de cas. Et c'est pour ça, alors, on a des collègues historiens qui se sont beaucoup intéressés au cas clinique et qui se sont beaucoup intéressés aux techniques. Alors des techniques, c'est pas des techniques très élaborées, mais c'est des techniques d'écriture qui ont permis de mettre en série des cas et d'en faire émerger le cas. Donc c'est un double mouvement un peu paradoxal d'aller et venir. C'est typiquement le dossier médical. C'est la technique du base du cas. Et donc ce dossier médical qui permet encore une fois, de sortir de la série le cas qui pourra, lui, tendre vers un universel. Et je pense que la difficulté de la méthode du cas clinique, c'est de penser ce mouvement de quantification, mais aussi de déquantification, j'ai envie de dire. Alors, jusqu'à quel point est-ce que c'est vraiment de la quantification? C'est peut-être la question qu'il faut poser. Parce que une des illusions du travail clinique, j'ai envie de dire, c'est de voir les séries comme des séries d'unités. Et c'est probablement effectivement très compliqué de faire autre chose que ça, comme opération, encore une fois, comme expérience et comme façon. Mais il me semble qu'il y a quand même là quelque chose auquel il faut penser, et qu'il faut penser pour restituer au cas un peu sa dignité et son efficacité, j'ai envie de dire. Parce qu'en sens inverse, la critique, effectivement, alors que tu n'as pas mentionné, mais du cas, c'est la critique du manque d'objectivité. Manque d'objectivité qui s'appuie sur l'idée que lui, le nombre, il est objectif. Et donc là, il me semble qu'on fait une autre erreur, c'est de confondre la quantité avec la qualité, le nombre comme qualité. Je veux dire, le fait qu'on arrive à produire de l'objectivité, parce qu'on abstrait grâce au nombre. Le nombre n'est pas une mise en série, mais une forme d'abstraction. Il y a un résumé d'un échantillon, c'est la caractérisation du nombre dans l'échantillon, quoi, typiquement, où le nombre dans la cohorte vise pas ne caractérise pas une série, mais il caractérise plutôt par un symbole, j'ai envie de dire, la nature de cette cohorte. On a une cohorte de 10 individus. Et donc, en sens inverse, du coup, on a une difficulté qui est presque symétrique, qui est, au fond, de penser aussi, de la même façon, la quantité. C'est un peu, d'ailleurs, tout le débat qu'on a eu cet été autour des essais sur la chloroquine, où des grands enjeux, c'est porté là-dessus. Donc voilà pour la quantité. Alors, le second point sur lequel je voulais rebondir, c'est celui que tu as un tout petit peu évacué. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu voudrais revenir là-dessus. Quand tu as dit le cas c'est l'histoire, mais c'est pas l'histoire. Le cas c'est la biographie, mais c'est pas que la biographie. Alors je sais plus exactement comment tu as dit. Tu as dit c'est pas l'histoire ou c'est pas que l'histoire. C'est pas que, voilà. Et pourtant, alors le cas c'est quand même l'histoire en fait. C'est quand même l'histoire. Et qui dit histoire dit aussi l'imaginaire, dit aussi la rhétorique, dit aussi les moyens rhétoriques, là aussi les techniques qu'on met en œuvre pour raconter le cas. Et du coup, effectivement, une revendication par définition de quelque chose qui est hors de l'objectif, j'ai envie de dire, hors de l'idéal scientifique qui s'est formé depuis la modernité. Donc la question que pose fondamentalement, il me semble, le cas beaucoup plus que cette... Enfin, pour moi, je dirais...
mais c'est quelque chose que je soumets éventuellement à la discussion, beaucoup plus que cette question d'un singulier, c'est la question de la narration, du récit du singulier, et de ce que, au fond, une discipline clinique peut faire de ces récits, à la fois comme moyen de connaissance, mais comme moyen d'action, peut-être, surtout. Au fond, on peut se demander si la connaissance en clinique a un autre but que l'action sur les individus qui sont en face. Bon. Et c'est pas pour rien qu'un des mouvements qui, aujourd'hui, je pense, est le plus efficace à essayer de revendiquer la méthode du cas, peut-être plus mieux connu dans les pays anglo-saxons que dans le nôtre, mais ça s'appelle narrative based, une médecine fondée sur le récit. Donc cette question du récit au cœur de la construction du cas. Voilà les deux éléments que j'avais un peu envie de mettre sur la table pour la discussion. Et peut-être veux-tu réagir et aussi, prendre d'autres. Merci beaucoup. On écoute attentive les questions. C'est intéressant ce que tu dis parce que alors effectivement sur la question de la quantification et quand tu reviens à la question du dossier médical, ce qui est une façon en fait de lier les deux, quantification et narration. Parce que finalement, voilà, parce qu'on écrit et donc qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit. Et toi qui es habitué, tu sais que quand on regarde les dossiers d'il y a 20 ans et les dossiers actuels, non. D'accord, on n'écrit plus du tout la même chose. Mais je peux plus les regarder ceux d'aujourd'hui parce que de toute façon ils sont informatisés. C'est ça, voilà. Donc c'est de moins en moins d'histoire et c'est de plus en plus de checklists, des choses qu'il faut cocher. Donc il y a cette question aussi, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que c'est un récit? Et du coup, je me disais, l'opposition que tu fais entre finalement le 1 et l'universel, le malentendu, il me semble que c'est qu'on ne peut pas faire des séries de cas qui soient homogènes. C'est-à-dire que si tu penses que tu vas retrouver toute une série d'individus qui vont être justement tous ensemble dans ce que tu décris d'une cohorte, moi je pense que c'est une illusion. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de manière beaucoup plus modeste, c'est-à-dire repérer à l'intérieur de cette série des éléments qui peuvent se reproduire. Donc, je pense que c'est aussi ça la difficulté de la méthode du cas, c'est-à-dire que ça ne permet pas d'accéder à ce qu'on nous présente, même en médecine. Tu disais c'est bizarre que ce soit des disciplines cliniques qui viennent critiquer ça. Je pense qu'il y a une tension très importante, une poussée importante autour d'une recherche et d'une revendication de scientificité qui est souvent résumée dans ce que tu décris, qui est la question du nombre. Je pense que tant qu'on aura comme idéal cette question du nombre et d'une globalisation, on sera en grande difficulté. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant dans la reproductibilité de certaines situations cliniques, c'est pas que tel patient est exactement comme tel autre patient, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans l'histoire de la pensée clinique, c'est comment tel patient te fait penser à tel autre patient. C'est-à-dire comment cette rencontre-là si singulière évoque une autre rencontre singulière, mais qui pour autant te permet de faire des liens, de retrouver ce que j'appelais tout à l'heure des narrations. Sur la question de la narration, oui, on voit bien quand on enseigne la clinique à l'université, comment il faut être extrêmement vigilant pour que les étudiants n'aient pas l'impression qu'on raconte des histoires qui peuvent vite tourner à des histoires de chasse, c'est-à-dire où tu as du sensationnel, où tu essayes d'être dans un mouvement de séduction pour du coup frapper, alors je sais pas, avec du gore, avec du sexuel, avec tout ce que tu veux. Et où ce qui me paraît important, c'est justement d'essayer de transmettre ce qu'implique d'écouter un récit de vie et comment on peut justement essayer de retranscrire cette disposition-là. Moi, c'est ça qui me paraît plus intéressant avec les cas dans la question de santé. Je reprendrai bien la question de Nicolas au sujet de est-ce que le cas se limite à une narration. Je crois que ce qui est essentiel dans les grands cas que Manuela tu as cités, c'est qu'il y a dans le cas une dimension de récit et de narration, mais il y a aussi de façon essentielle une rencontre. La dimension de la rencontre avec le praticien, le cas de Freud c'est manifeste, et donc si c'est un récit, c'est le récit d'une rencontre et de ses spécificités, de ce qu'elle révèle. Et c'est ça qui fait cas. Sans la rencontre, je ne suis pas sûr qu'il y ait cas. Oui. Et donc la réduction à la narration, à mon avis, c'est pas tout à fait cas clinique. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je propose là. Oui, c'est pour ça que quand on présente un cas, ce que tu disais tout à l'heure, on se raconte aussi soi-même. C'est-à-dire qu'on s'expose en montrant pourquoi on choisit de parler de cette rencontre-là. C'est pas que le cas. Et on situe le contexte, la situation, et sa propre situation, sa propre position. Oui,
Merci beaucoup. Un petit peu pour prolonger et discuter ce que vous disiez sur cette question du cas comme rencontre, en tout cas de la... Je ne sais pas si c'est la narration et la description d'ailleurs, parce que, au fond, de l'histoire des outils descriptifs qui sont pas forcément... Enfin, vous l'avez évoqué avec... on n'a pas les mêmes outils ou instruments pour les décrire. Le dossier médical, par exemple, entre le 19e et aujourd'hui, on ne décrit pas de la même manière avec un ordinateur, avec un logiciel, qu'avec une feuille ou un cahier. Un cahier. Pour après passer à la feuille, pour après passer à la fiche, Donc, je me demandais si en fait les cas freudiens sont comparables aux cas contemporains que vous avez pu rencontrer dans la clinique et que vous présentez aux étudiants. Je veux dire par là, est-ce qu'on parle de la... Est-ce que c'est comparable? Probablement non. Probablement de même que les cas de Charcot. Charcot, quand il présente ses hystériques bon, on voit bien. Là, on est vraiment, mais on est dans la même situation que la vôtre, sauf que c'est une situation extrêmement spectaculaire, qui aujourd'hui nous nous étonne, etc. Mais enfin, c'est une mise en cas qui est différente. Comment dire, à la fois une écriture finalement, peut-être une écriture, en tout cas une écriture qui entend à la fois une description, un lieu, un ensemble de personnes qui sont là, qui est différente, et de ce point de vue-là, est-ce que ça vous semble encore pertinent qu'on parle de cas? Est-ce que vous... Parce que... À propos de Charcot ou à propos non, parce que la notion de cas, elle naît au 19e. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, finalement, quand on critique l'enseignement par le cas, est-ce que vous, ce que vous faites, c'est vraiment des cas? C'est pas tellement des cas, en fait. Au sens de l'hystérique de Charcot, ou même au sens et après au sens de Freud. C'est déjà l'hystérique de Charcot, c'est pas la même idée, la même notion de cas que chez Freud. Et vous, et en fait, je me demande si c'est pas un peu un raccourci. Non, c'est pas du tout un raccourci, c'est une sorte de on reproche. Je sais pas où vous non, je trouve ça effectivement très stimulant comme question. Comment ces formes passées qui ont perdu une certaine actualité, comment elles nourrissent des cas qui ont un format aujourd'hui différent, et peut-être c'est quand même une pluralité de formats dans les manières de faire cas qui s'observent. Et cette pluralité de formats, cette historicité des dossiers, comment ça vous interpelle, comment ça interpelle les cliniciens du cas, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on utilise la variété des manières d'écrire le cas, ou est-ce qu'on uniformise? Est-ce que cette pluralité-là, historique un petit peu, elle est un point d'appui, ou au contraire, on cherche à la réduire? La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du cas, en fait. C'est-à-dire que quand Charcot fait ses présentations, je pense qu'il y a une dimension, certes, de présentation théorique, mais il y a aussi une dimension de séduction et de mise en avant de ses découvertes. Je pense que pour Freud, il y a aussi la nécessité de pouvoir expliciter, montrer, théoriser un certain nombre de ses découvertes.
Je ne sais pas si nous on a cette prétention-là, donc je pense que déjà rien que ça, en tout cas la visée qu'on en a est, on va dire, un peu plus modeste et donc différente. En revanche, moi il me semble que par exemple quand j'écris dans un dossier d'un patient, comme vous disiez, qui est un dossier informatisé où j'ai un certain nombre de contraintes, parce que le dossier il a été formaté, c'est pas moi qui ai demandé à ce que ces rubriques soient là, je n'ai pas l'impression d'écrire un cas, on est d'accord. C'est-à-dire que je remplis un dossier. Et en revanche, si par exemple je veux faire une présentation, ou si je veux discuter avec des étudiants, ou faire une communication, ou essayer de penser un point théorique, ben là j'ai l'impression que je reprends cette ancienne façon de faire en écrivant, et en tout cas en faisant un récit d'un cas. Oui, j'ai plus l'impression de ça. Et pour moi, c'est deux fonctions et deux positionnements qui sont très différents. Oui, enfin, là, il y a... En fait, le cas, il y a le cas enseigné, mais il y a le cas publié. Oui. Et il y a quand même aujourd'hui encore, enfin, à moins que je me trompe, des publications de cas. Ouais. Non, il y en a. Mais Je ne sais de pas moins quel en cas moins. ça. Il y en a de moins en moins, parce que Mais en même temps, si on a, enfin, le beau cas, c'est quand même. Je sais pas, pour avoir travaillé encore, enfin, sur des. C'est des correspondances de psychiatre à psychanalyste des années 60, fin des années 50, début 60. Chers collègues, voici un patient fort intéressant. Enfin, cette idée d'intérêt, même savant, il n'est pas. Alors, j'admire votre humilité, mais je pense que quand même, en sciences sociales en tout cas, ben on est content quand on trouve un Menocchio pour Ginsburg. Il est content. Foucault, quand il trouve Rivière, il est content. Donc, ça persiste quand même dans la littérature scientifique la plus evidence-based medicine. Dans les case reports, c'est ça aussi, qu'on cherche le cas exceptionnel, le cas à souligner. Le premier cas de coronavirus a été un cas. Oui, et ça a encore une valeur qui fait qu'on l'a testé et qu'on a trouvé que c'était pas la même chose que d'habitude. Non mais c'est pour revenir sur cette question de l'écrit, du lien avec le cas, et comme vous disiez, il me semble, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, c'est quand même c'est une rencontre entre deux. Et je pense à Jean-Marie et Deligny par exemple. J'ai toujours été très frappé par son Jean-Marie. Parce qu'au fond, on voit pas d'autres, on n'en voit pas d'autres. Il y a toujours Jean-Marie. Jean-Marie en photo, il est partout, etc. Et Deligny. Et puis son éducation. Non, mais je dis ça parce qu'il y a je sais pas, mais il y a un retour très fort de Deligny en ce moment, donc c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce collectif d'autistes? Tiens, c'est Jean-Marie. Et pareil pour cette question de, qui nous renvoie quand même au travail de recherche et à votre question qui est qu'est-ce qu'on fait du cas, qu'est-ce qu'on veut faire avec le cas. Est-ce qu'on veut ouvrir une discussion? Est-ce qu'on veut faire œuvre? Est-ce qu'on veut faire savoir? Savoir au sens... C'est intéressant que vous ameniez cette question-là parce qu'on a beaucoup discuté avec un certain nombre qui font partie du petit comité d'organisation et on pensait dans la table ronde, quand on avait pensé à inviter des praticiens, on voulait à un moment leur demander finalement quel était le cadre dont ils se souvenaient, ou qui les avait marqués, ou presque qui avait fait ce qu'ils sont maintenant en tant que cliniciens. Et je pense que ça reste très fort aussi. C'est-à-dire à un moment quelque chose qui nous oblige à nous positionner ou à penser ou à regarder les choses autrement. Je pense que c'est ça, ce que tu disais aussi de la question de la rencontre. Je pense que pour certains cas, en tout cas, on en a tous en tête, ça nous a obligés à penser autrement et à peut-être à nous positionner différemment en tant que clinicien. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je crois que c'est une question qui est assez fondamentale, surtout dans les dispositifs techniques et dans la construction des savoirs. Ce qu'on fait des cas est une question importante, l'utilisation du cas. Mais il me semble que ce qui fait cas, c'est aussi justement tout ce qui, dans la rencontre clinique, n'est pas simplement mis en œuvre, construit, utilisé par le clinicien, mais aussi ce qui lui arrive au clinicien dans la rencontre. De ce point de vue-là, faire cas, on pourrait dire que c'est bien évidemment faire un cas, de produire un cas pour faire œuvre, pour faire enseignement, etc. Mais c'est aussi ce que
le cas nous fait. Et on peut dire qu'il y a du cas en clinique à partir du moment où on en fait cas au deux sens du terme, c'est-à-dire on peut peut-être en faire quelque chose, mais aussi au moment où le cas nous fait quelque chose. On peut dire qu'il y a un cas à propos d'un patient quand ce patient nous fait vraiment quelque chose, ce qui fait qu'on est obligé d'en faire cas, au sens de s'y arrêter, d'y être interpellé, etc., etc. Et c'est là où il y a bien évidemment une question de subjectivité dans la méthode du cas, etc., mais aussi, d'abord et avant tout, subjectivité de la rencontre clinique. C'est-à-dire qu'on est quand même percuté, quel que soit par ailleurs le mode de rationalité qu'on met en œuvre dans la construction savante, dans la pratique de son métier, etc., on est aussi interpellé et voilà, momentanément percuté par une rencontre d'individuels qui ne peut pas être cerné d'un point de vue, disons, méthodologique. Je me souviens d'un clinicien qui me disait c'est pas compliqué, moi je me suis toujours demandé à quel moment j'allais devenir psychiatre, et puis j'ai cessé de me poser la question le jour où j'ai reçu ma première baffe. Alors ça ne se laisse absolument pas cerner par l'évidence de la médecine, ça ne se laisse pas instruire, disons, dans la importance. Il y a un patient qui lui a fait quelque chose, qui l'a fait rentrer réellement dans la question dont il est obligé de faire cas, parce que celui-là il s'en souvient. Et peut-être qu'il y a quelque chose de ça aussi qu'il faudrait intégrer dans la réflexion sur le cas, qui fait que voilà, c'est pas simplement une méthode ou éventuellement un outil rhétorique, mais aussi du côté du clinicien, quelque chose qui le façonne lui. Il y a aussi, par rapport au clinicien et dans la rencontre, mais aussi par rapport au savoir lui-même, comment le cas il y a des cas en contradiction avec la théorie, des cas illustrant la théorie, et quels sont les rapports entre le savoir et en gros l'expérience que ce savoir encadre. Oui, parce que de fait, je pense que vous parlez de deux expériences un tout petit peu différentes. L'une qui est quel est le cas qui m'a fait psychiatre, et l'autre quel est le cas que j'ai envie de rapporter. Ce qui n'est pas tout à fait la même situation quand même. Absolument. Si on a envie de rapporter comment on a été psychiatre, mais en l'occurrence, quel est le cas qui, pour moi, apporte quelque chose, pas simplement à moi, mais pas simplement contre moi, mais apporte quelque chose à la communauté de chercheurs, à la communauté de recherche de connaissances. Et je propose qu'on avance, peut-être non. Cette capacité effectivement qu'avait Freud de rapporter toujours des cas quand même en contradiction avec sa théorie, et le fait que le cas soit le support d'une explicitation nouvelle à partir des obstacles qu'il rencontre en clinique, ça c'est quand même quelque chose de très exceptionnel. Et que souvent quand même le cas malheureusement illustre la théorie, vient la confirmer, vient au mieux illustrer un point qui a été un petit peu problématique, mais le fait que ça fasse avancer absolument la théorie, ça reste quand même assez rare aujourd'hui. Il y a quand même une dimension narcissique aussi, le fait de présenter. Oui. Mais moi je crois aussi que quand même écrire des cas, et vraiment écrire des cas, c'est pas raconter justement, c'est vraiment construire, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses quand même qui chutent, qui tombent, qu'on met de côté, qu'il y a une sélection, parce que faire de la clinique, c'est ça, c'est pas rapporter effectivement une histoire sensationnelle ou qui vient nous fasciner, mais construire un cas du coup, c'est formateur. Et moi quand j'ai passé l'internat, pour le mémoire de psychiatrie, on demandait quand même d'écrire un cas, approfondir un cas, et combien justement définir les choses d'une façon aboutie pour un patient nous aide après à aborder les autres. Cette question des monographies un peu cliniques, ou des pathographies, c'est quelque chose quand même qui est un peu datable quand même, c'est à partir de Janet, en gros, fin du XIXe siècle. Et finalement, le danger, ça serait qu'on ait de plus en plus de case reports, c'est-à-dire des tout petits, parce qu'on regarde dans les articles scientifiques, c'est ce qui demande, c'est les formats les plus courts, et qu'on abandonne de plus en plus des récits de cas ou des monographies. Donc, on voit bien qu'il y a aussi cette direction-là qui est quand même très largement prédominante, de petites vignettes plutôt que de cas, en fait. Cette dimension d'ailleurs confirmative ou illustrative du cas, ça va être volontiers emblématisé par le fait qu'aujourd'hui on n'entend plus volontiers la locution qu'une vignette. Oui, vignette. Plus qu'un cas. Et ça, on voit bien comment la vignette fait moins problème, disons, que le cas. On a une image. Oui. Mais peut-être que je
je propose d'avancer parce que... Il y a un point, il me semble que, parce que c'est vrai qu'il illustre la rencontre clinique en action, un peu, c'est la question de la présentation clinique, tu l'as évoqué, Emmanuel. La présentation clinique, elle vient mettre en scène comme ça la possibilité de la rencontre, ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a, dans la possibilité de cette présentation, dans sa préparation et dans la proposition à un patient de venir, il y a la possibilité de rechercher un beau cas, comme on disait tout à l'heure, le cas exemplaire, celui qui va confirmer la théorie, ou alors de venir, dans cette présentation, proposer un patient qui fait question au praticien, celui qui l'interroge, celui qui le met en difficulté, et qui, dans une position de confiance à un autre praticien, il va lui proposer d'essayer de résoudre une difficulté, un embarras, et là on est dans des positions, c'est vrai, très différentes. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas si c'est un détournement, mais il y a toujours un risque de rabattre ce récipient au beau cas, au cas exemplaire, par rapport à l'éthique freudienne que rappelait Nadine ou Clément, de la possibilité qu'un cas qu'on reçoive chaque patient au titre du fait qu'il puisse réinterroger la théorie à chaque cas. C'est une éthique pas toujours facile à tenir au quotidien. Qui garantit aussi le fait qu'on continue à faire ce travail-là. Parce que justement, si on était d'emblée certain qu'on allait revoir exactement les mêmes patients, on arrêterait très vite. C'est aussi cette disposition de se laisser surprendre à chaque fois. C'est ça, c'est la dimension de la surprise. Ouais.